Donc, dans cette troisième vidéo, on continue le travail sur les probabilités conditionnelles. Et là, dans la dernière, on avait dans le fond terminé l'exemple en introduisant la propriété 8. Donc, on aura l'occasion de faire un autre exemple là, pour expliquer davantage ce qui se passe. Mais si on regarde la propriété 8, j'aime bien l'expliquer. On aurait pu partir de là, à vrai dire, notre problème. On dit tout le temps, ben, on a un arbre en branche. Donc, ou bien A se réalise, ou A' se réalise. Ensuite, un deuxième événement se produit. Mais ça se peut très bien que, évidemment, la probabilité que B se réalise, étant donné que A s'est réalisé, ne soit pas la même que la probabilité que B se réalise, étant donné que A ne s'est pas réalisé. Donc, il faut comprendre ici que ces deux résultats-là peuvent être pareils ou non selon le fait, on va se poser la question, est-ce que A a une influence? Est-ce que le fait que A se réalise a une influence sur B? Donc, est-ce qu'il y a une dépendance entre les deux événements? On va en parler plus tard. Bref, quand on a un arbre comme ça, ben, ce qu'on fait, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est l'intersection. C'est quoi la probabilité d'être à la fois dans A et dans B? Donc, on prend la probabilité d'être dans A, fois la probabilité d'être dans B, sachant qu'on est dans A, donc c'est le principe de multiplication. On multiplie ces deux probabilités et on obtient la probabilité d'intersection. Donc, vous voyez, ici, sans faire exprès, j'ai encore inversé. Je peux bien dire, hey, on sait que B s'est réalisé. C'est quoi la probabilité que A se réalise? Donc, peu importe, je le répète, que je mette B, A, oui, ça peut être mélangeant parce qu'on inverse, mais il faut comprendre le sens ici. Là. Si j'écris ça comme ça, on sait que B s'est réalisé. Donc, la probabilité d'être dans A étant donné B, ben, il faut que B se soit passé. Donc, c'est pour ça que l'événement B est arrivé en premier dans mon diagramme, alors que dans le premier, j'ai mis plutôt A en premier. Puis, vous voyez, j'ai écrit différemment mes probabilités. Ce que je dis là, dans le fond, c'est que je pourrais bien dire que c'est la probabilité que X et Y arrivent. C'est égal à la probabilité que X arrive étant donné Y fois la probabilité Y. Ça ne change rien que je mette des A, B, C, X, Y. Ça peut créer une confusion, mais c'est exactement la même chose. Okay? La formule ne change pas, autrement dit. Bon, juste pour que ce soit clair, on fait un autre exemple. Donc, 60% des étudiants ont réussi l'examen 1. Donc, 60%. Donc, on va dire que réussir, je pense tout à l'heure, c'était E. Donc, E, c'est réussir l'examen. Réussir l'examen 1. Donc, la probabilité de E, on l'a, il nous le donne direct, c'est 60%. Parmi ceux qui ont réussi l'examen 1, on sait que 80% ont aussi réussi l'examen 2. Donc là, je vais me créer un deuxième événement. Disons, tu sais, lui, je pourrais l'appeler E1 pour examen 1. Je vais l'appeler l'autre E2 pour réussir examen 2. Tiens. Donc, vous voyez, les lettres que j'utilise ne sont pas importantes. Et là, on sait que la probabilité de réussir l'examen 2, sachant qu'on a réussi l'examen 1, est de 80%. Donc, si vous me suivez, tout ce qu'il me reste à faire, c'est un diagramme. Ben, je ne suis pas obligé de le faire, là, mais je vais l'illustrer avec un arbre. Donc, E1 ou E1'. J'ai réussi mon examen 1. Maintenant, la probabilité de réussir l'examen 2. Ben, si je n'ai pas réussi l'examen 1, on voit sûrement que la probabilité de l'examen 2 ici va être différente. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ici, on a 60% de probabilité de réussir l'examen 1 et on a 80% de le réussir si l'examen 2, si on sait qu'on a réussi l'examen 1. Donc, parmi ceux qui ont réussi l'examen 2, 80%, je répète, parmi ceux qui ont réussi l'examen 1, 80% des gens, des étudiants réussissent l'examen 2. Donc, selon la formule, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le principe de multiplication, ben, on va multiplier 60% et 80%. Okay? Donc, si je l'écrivais proprement, ce serait tout simplement de dire que la probabilité de réussir l'examen 1 et l'examen 2, parmi toute la population, parmi toutes les possibilités qu'il y a, ben, c'est la probabilité
d'avoir réussi l'examen 1 fois la probabilité de réussir l'examen 2, sachant qu'on a réussi l'examen 1. Parce que ça a une influence sur notre réussite. Donc, 60%, 0.6 fois 80%, donc 0.6 fois 0.8, ça nous donne 48%. Donc, 48% des étudiants réussissent les deux examens. Donc, est-ce que vous êtes obligé de faire des arbres à chaque fois? Non, ça peut vous aider, mais ce que vous devriez faire, c'est toujours d'identifier vos événements et d'écrire les probabilités dans le langage mathématique et ensuite d'appliquer les propriétés qui, je le répète, vous seront fournies à l'examen. Bon. On va se poser la question, j'en ai glissé un mot, est-ce qu'il y a toujours dépendance? Est-ce que la probabilité qu'un événement se produit étant donné A est toujours influencée par A? Est-ce que ça se pourrait que si A ne se produise pas, la probabilité reste pareille? Est-ce que ça peut arriver, ça? Ben oui. Des événements indépendants, comme par exemple lancer un dé vert et un dé rouge, le résultat qu'on obtient au dé vert va absolument pas influencer le dé rouge. Donc, par exemple, si... C'est quoi la probabilité d'obtenir un 6? C'est 1 sur 6. C'est quoi la probabilité d'obtenir un 6 sur le dé rouge? Ben, ça va être aussi 1 sur 6. Est-ce que le fait d'avoir obtenu 1 sur 6 au dé rouge va influencer le résultat du dé vert? On va voir que non. Donc, qu'on obtient, ça c'est un peu intuitif, là, mais qu'on obtient ou non un 6 au deuxième dé, ben, ça va être quand même être un sixième dans les deux cas. Là. Dans les deux cas, ça va donner un sixième. À vrai dire, tout simplement, la probabilité d'obtenir 6, c'est toujours un sixième. Ça n'a pas d'influence sur les résultats d'un autre dé. Donc, vous voyez, c'est exactement ce qui est illustré ici. Si on prenait, mettons qu'on n'est pas trop certain, puis on prend la définition, la propriété qu'on vient juste de voir, ben, c'est quoi la probabilité d'obtenir, donc ici, là, la probabilité d'obtenir 6 au deuxième dé, sachant qu'on a eu A? Bon, ben, on va appliquer la formule. Quelles sont les proportions? Quelle est la probabilité d'obtenir 6 au premier et au deuxième dé? Donc, d'avoir la combinaison 6, 6. Il y a 36 combinaisons possibles. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Donc, si on faisait toutes les branches, toutes les possibilités, il y a 6 possibilités pour le premier dé, il y a 6 possibilités pour le deuxième, il y en a 36. Donc, il y a une chance sur 36 d'obtenir 2 fois un double 6. Étant donné qu'on est dans A, bien, on restreint notre espace échantillonnal. C'est 1 sixième de l'espace échantillonnal. Donc, 1 sur 36 sur 1 sur 6, ça donne bel et bien 1 sixième. On se rend compte, dans le fond, que ça donne 1 sixième ici, ça donne 1 sixième là. C'est que les événements sont indépendants. Donc, la raison pour laquelle on obtient ce résultat-là, c'est que les événements sont indépendants. Et là, vous allez avoir des questions éventuellement. Est-ce que les deux événements sont indépendants? Bien, selon les probabilités qu'on vous donne, vous allez pouvoir le déterminer. Si la probabilité conditionnelle n'est pas influencée par B, ça voudrait dire que la probabilité de A est la même. La probabilité que A se produise n'est pas influencée par B, donc les deux résultats devraient être pareils. Ce sont des événements indépendants. C'est quoi l'impact que ça a sur notre formule? Au début, notre formule, là, on l'a fait au début de la vidéo, vous irez voir, on avait dit ben, la probabilité de A, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B étant donné A. Mais si c'est indépendant, c'est un cas spécial parce que ça et ça doit donner la même chose. Donc, au lieu d'écrire probabilité de B étant donné A, on se rend compte que ça donne exactement... Donc, si, on va faire des exemples, si dans un problème, je vous donne la probabilité de A, la probabilité de B, puis on se rend compte que ça donne la même chose que l'intersection, ben, ça veut dire que c'est indépendant. On va faire un petit test, un petit exemple sur l'indépendance. Donc, ici, à l'exemple 13, regardez bien. Donc, on lance une pièce de monnaie à 2 reprises. Bon, je ne vous cacherai pas ici que le résultat le premier résultat ne change rien, n'influence pas le deuxième résultat. C'est quoi la probabilité d'obtenir pile la première fois? Ben, 1 sur 2. C'est quoi la probabilité d'obtenir pile la deuxième fois? C'est aussi 1 sur 2.
C'est quoi la probabilité d'obtenir pile-pile? Bien, on l'a déjà fait un peu ce problème-là. Si on regarde, on a tous les résultats possibles. On a pile-face, on a pile-pile, on a face-pile, puis on a face-face. Donc, il y a 4 résultats possibles. Il y en a un seul. La probabilité de l'intersection devrait être de 1 sur 4. On peut le faire avec, ça c'est la définition classique de la probabilité. Mais si on le fait avec les probabilités conditionnelles, si je veux calculer la probabilité d'être dans A et dans B, c'est-à-dire d'obtenir pile 2 fois, en disant, ben, quelle est la probabilité d'obtenir pile la première fois, fois la probabilité d'obtenir pile la deuxième fois, sachant qu'on a eu pile la première. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Ben non. Ça donne 1 sur 4. C'est intuitif. 1 sur 2, c'est 1 sur 2. Tout simple. Pourquoi ça donne 1 sur 2? 1 sur 2 fois 1 sur 2? Parce que les événements sont indépendants. Ça ici, ça nous indique que c'est indépendant. Donc, est-ce que deux probabilités sont indépendantes? Oui, parce que lorsqu'on multiplie la probabilité de A fois la probabilité de B, on n'a pas à utiliser les probabilités conditionnelles. À vrai dire, on n'a pas à le faire parce que c'est la même chose. Exemple suivant. Donc, on a deux événements. Donc, gagner la voiture. Donc, on fait un tirage où on gagne une voiture. Et on a un autre genre de tirage où on choisit une enveloppe, puis on a un gros lot de 1%. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une influence entre le premier et le deuxième tirage? Mon intuition, moi, me dirait qu'il n'y a pas vraiment d'influence. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la probabilité qu'un œuf contienne une voiture. Donc, œuf contient une voiture, c'est de 2%. Bon, ça, c'est l'événement A, disons. La probabilité qu'une enveloppe contienne un gros lot, ça, c'est l'événement B. Quelle est la probabilité que l'œuf contienne une voiture et que l'enveloppe? Donc, on cherche la probabilité de A et B. Bien, ici, c'est indépendant. On va tout simplement dire, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc, il y a 2% des chances de gagner une voiture fois 1% des chances de gagner le gros lot. Donc, la probabilité d'avoir les deux, ben, 0.02 fois 0.01, 1% fois 2%, ça fait 0.02%. Donc, du 1% qui choisit le gros lot, ben, il y en a juste 2% de ceux-là, évidemment, qui vont gagner la voiture. Ce sont des événements indépendants. Si vous amusez à dire, est-ce que la probabilité de A étant donné B, est-ce que le fait de choisir le gros lot a une influence sur la voiture ou la voiture a une influence sur le gros lot? Non, ça n'a aucune influence. Donc, excusez, c'est pas vrai ce que j'ai dit là. Ça ici, c'est la probabilité, c'est la même chose que la probabilité de A. OK? Donc, la probabilité que l'événement A se produise étant donné B n'est pas influencée par B. Donc, tout simplement, c'est la même chose que la probabilité de A. Donc, dans la prochaine vidéo, on va continuer à appliquer la notion d'indépendance avec l'exemple 15.